nous allons pouvoir passer la parole au confrère Jean-Pierre Fingou, qui va nous donner en fait l'expérience ou les quelques faits glanés par-ci par-là dans l'exercice de notre métier, surtout dans les entreprises publiques, et au regard de ces éléments qu'il a pu, des mines, des renseignements qu'on a pu tirer de cette expérience là-bas, quelles sont les recommandations que cela appelle pour que nous puissions améliorer surtout, disons, notre devoir de redevabilité qui est sacralisé par notre rapport, et pour que nous puissions améliorer nos interventions futures et que nous puissions les partager également à tous nos collègues membres de l'ONEC et éventuellement à tous nos invités qui sont nos parties prenantes quant à l'exercice de notre métier. Jean-Pierre, la parole. Merci beaucoup, confrère André, le modérateur du jour. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers congressistes, je suis très heureux et très honoré de prendre la parole aujourd'hui dans ce panel pour partager avec vous les expériences vécues par nos consoeurs et nos confrères sur la certification de l'information financière en République démocratique du Congo. Je sollicite votre indulgence par rapport à ma voix, qui ne porte pas très loin, et j'espère que grâce à la magie de l'électronique, je vais pouvoir m'en sortir pour me faire comprendre et me faire entendre. Je suppose que vous m'entendez. Je dois relever qu'en fait, après avoir entendu les éminents confrères et professeurs d'université, je ne le suis pas, mais confrères dans la profession, je me pose la question de savoir est-ce que j'aurai encore à dire. Ça veut dire que la tâche sera un peu ardue pour moi, parce que parler des expériences, de toutes vos expériences et des miennes, qui en fait sont nombreuses, c'est une grande responsabilité. Deuxièmement, la tâche est ardue et délicate parce que je dois gérer les temps. 5 minutes, 10 minutes, pour essayer de faire l'inventaire de toutes vos expériences, c'est vraiment impossible. Ensuite, je vois probablement dans la salle, il y a des clients, non, les entreprises, les dirigeants d'entreprises que nous assistons. Je vois aussi beaucoup d'experts comptables. Et vous savez que la certification, c'est un processus qui implique au moins 3 parties. Vous avez les dirigeants qui doivent produire l'information financière. Vous avez les utilisateurs de cette information financière. Et vous avez évidemment l'expert, ce qu'on a appelé les tiers confiance. Et généralement, cette réunion de 3 parties implique qu'il y ait l'obligation des réserves en ce qui nous concerne, nous les experts comptables. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, nous sommes tenus au secret professionnel. Donc, tranquillisez-vous, chers dirigeants, chers confrères, je vais essayer d'être le plus général possible. Cela étant dit, je vais parler évidemment des expériences dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et je vais les articuler autour de certains points, mais surtout autour de 2 parties prenantes à l'information financière.
Vous savez, la certification, comme je l'ai dit, c'est un processus tripartite. Mais nous, les experts comptables, nous avons à dialoguer, à interagir avec les dirigeants. C'est une danse que nous effectuons comme un tango. Nous avons besoin de partenaires. Et ce sont les dirigeants. Mais quelles sont les expériences que nous avons vécues ces derniers temps, nous les experts comptables? Évidemment, là où il y a de bonnes expériences, il y en a aussi de mauvaises. Et donc, je ne vais pas hésiter d'épingler quelques mauvaises pratiques. D'ailleurs, je commencerai par là. Mais j'ai, comme je l'ai dit, regroupé ces expériences en quelques 5 ou 6 points. Dans un premier temps, pour les experts comptables, nous allons parler de l'acceptation de la mission. Nous avons remarqué effectivement que ce soit dans l'acceptation des missions des commissariats aux comptes dans les entreprises privées en ce qui concerne la certification des états financiers accompagnant la déclaration de l'IVP, comme dans l'acceptation des missions de commissariats aux comptes dans les établissements publics. Nous avons remarqué que beaucoup de confrères, heureusement pas tous, n'ont pas tenu compte des règles d'éthique, d'indépendance, sur lesquelles beaucoup d'intervenants qui m'ont précédé sont revenus. Ils n'ont pas respecté ces règles d'éthique, en ce sens qu'ils n'ont pas tenu compte de leur incompatibilité, de leur capacité technique, ou même n'ont pas tenu compte de l'intégrité parfois des dirigeants des entités dans lesquelles ils doivent faire des travaux avant d'accepter la mission. Quand je parle de l'incapacité, ce n'est pas nécessairement qu'on n'a pas la science, mais c'est surtout parfois de manque de moyens techniques et même de moyens humains suffisants pour certifier. Nous avons vécu des cas, des confrères qui ont accepté de nombreuses missions qui ne correspondaient pas à leur capacité humaine et même matérielle pour garantir la qualité du travail qu'ils devaient faire. Nous reviendrons un peu sur les motifs qui les a poussés à le faire. Ça, c'est pour l'acceptation. C'est vrai, après l'acceptation, il faut faire le travail, mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Et ça, c'est un grand problème, surtout dans les établissements publics, et aussi dans la certification que je pourrais, pour faire simple, la certification fiscale, c'est que les confrères et les consoeurs ont été plusieurs fois confrontés à des obstacles, à des entraves, des limitations imposées par les dirigeants, volontairement ou involontairement. Et je peux citer les cas où des commissaires aux comptes des établissements publics nommés depuis l'année dernière, mais qui n'arrivent pas à faire signer des lettres de mission ou à établir des rapports ou encore à faire signer des lettres d'affirmation auprès des dirigeants. Évidemment, pour les juristes, ils savent qu'il s'agit en fait de comportements réprimés sévèrement par l'acte uniforme. Et donc, les experts comptables, eux-mêmes aussi, s'ils peuvent reprocher aux dirigeants d'être à la base parfois des rapports de carence, eux-mêmes aussi émettent des opinions qui ne sont pas appropriées. C'est-à-dire, lorsque il y a des inexactitudes ou des irrégularités dans le compte, on a vu, on a remarqué, on a observé qu'il y avait des confrères et des consoeurs qui ont émis des attestations sans observation, alors qu'à première vue, les états financiers sur lesquels portait
les attestations étaient incohérentes, il n'y avait pas de solde d'ouverture, il n'y avait pas de grands livres, il n'y avait pas de balance, mais on a constaté que les attestations ne portaient pas d'observance. On a vu aussi, à la fin, puisque la certification fiscale comporte 2 étapes, il y a d'abord la délivrance de l'attestation, puis la présentation du rapport de certification, où les opinions sans réserve n'étaient pas justifiées au regard des évidences qu'on avait remarquées. C'est évident que tous ces problèmes naissent du fait que nos consoeurs et certains de nos confrères ne sont pas rigoureux. Heureusement, ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi passer au 3e point, qui n'est pas de moindre, et à quoi beaucoup de consoeurs et beaucoup de confrères ne pensent pas beaucoup, surtout dans les entreprises commerciales, grandes ou petites, et surtout les entreprises commerciales du secteur public. Nul n'ignore aujourd'hui dans quel état se trouvent les entreprises du secteur public en République démocratique du Congo. Vous avez deviné de quoi je parle, c'est du déclenchement de l'alerte, des procédures d'alerte, que beaucoup de nos consoeurs et de nos confrères négligent. Alors que lorsqu'on parle d'Enron, on parle de suicide avec Arthur Anderson, en fait, la première question qu'on se pose dans un milieu où le secteur financier est très développé, lorsqu'une entreprise tombe en faillite, la première question qu'on se pose, mais où était le commissaire aux comptes? Où était l'auditeur? Et généralement, c'est parce que l'auditeur a négligé justement cette obligation du déclenchement des procédures d'alerte. C'est vrai, pour les dirigeants, ça c'est un tabou pour les dirigeants. Imaginez qu'on dise que, je ne vais pas citer parce que j'ai promis de ne pas citer les entreprises, ni les confrères ou les consoeurs, mais imaginez plusieurs entreprises du portefeuille, si on devait être aussi rigoureux que les demandes de droit des sociétés de l'OADA, ben on aurait déjà sonné les alertes et même commencé la procédure de faillite. Et on néglige ce point alors qu'on touche vraiment le rôle et la responsabilité du commissaire aux comptes qui doit protéger les intérêts de l'entreprise dans lesquels se trouvent les intérêts d'autres parties prenantes. Et généralement, les dirigeants, surtout dans les entreprises publiques, ne voient pas cette responsabilité que le commissaire aux comptes a pour essayer de sécuriser les intérêts du public, tels que l'État, les actionnaires, les personnels, parce que quand vous entrez dans ces entreprises, vous trouverez que il existe des faits graves qui démontrent que la continuité d'exploitation est vraiment menacée. Vous avez des montants colossaux, des dettes sociales, vous avez des pertes récurrentes, vous avez des capitaux propres qui sont déjà négatifs, ainsi de suite. Et le dernier point sur lequel, généralement, nous n'insistons pas beaucoup, parce que nous n'avons pas encore suffisamment maîtrisé les droits OADA, et aussi, il faut reconnaître que les experts comptables redoutent un peu les représailles des dirigeants, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque le choix des dirigeants est surtout basé sur des critères que je ne voudrais pas qualifier de non objectifs, mais qui sont quand même difficiles à comprendre, eh bien, les dirigeants ont beaucoup de pouvoirs, parfois occultes, qui peuvent, si vous voulez, intimider les experts comptables pour justement révéler, c'est les 4 cas, révéler les faits délictueux auprès du procureur donc, de la République, du ministère public. Mais heureusement pour nous, même si nous ne les révélons pas, nous avons les stylos. Vous voyez l'emblème ou le logo de l'ONEC avec un stylo, c'est tous les pouvoirs que nous avons pour communiquer. Comme l'a dit un intervenant avant moi,
communiquer. Quand il y aura des problèmes, vous avez au moins, pas l'excuse, mais vous avez l'évidence que vous avez accompli votre tâche. Et même les mauvaises foi ne pourront pas résister justement à l'évidence de la qualité de votre travail. Mais en fait, oui, merci. Je vais chuter justement pour faire quelques recommandations à partir de ce que je pourrais qualifier de causes de ce genre de pratiques mauvaises. C'est souvent la peur de perdre un marché ou de manquer justement un marché, surtout à l'acceptation. Et puis il y a aussi l'ignorance des règles d'éthique, l'ignorance aussi des normes comptables, des normes d'audit et des dispositions des textes légaux et réglementaires. Tout cela participe justement à la mauvaise pratique. C'est pour cela que nous proposons que l'ONEC intensifie les formations continues sur ces références et surtout qu'il intensifie, comme l'a dit l'intervenant qui m'a précédé, le contrôle qualité et la mise en œuvre de ces recommandations pourrait, je suis convaincu, réduire les décalages entre les déceptions parfois que les parties prenantes ont vis-à-vis du rôle et des responsabilités de l'expert comptable lorsqu'il doit certifier les états financiers, ce qu'on appelle l'expectation gap, qui est en fait une problématique que je pourrais qualifier de séculaire et qui doit être... Confrère Jean-Pierre, merci beaucoup, mais je suis obligé de vous intervenir. Oui, 10 minutes, et on a un dernier intervenant. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Oui. Je pourrais éventuellement répondre aux questions, s'il y en a, sur la partie que nous avions exposée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup.